Bonjour tout le monde, je vous remercie aussi d'être là. On est au Québec, pas mal partout en province, face à un grand enjeu qui est celui du logement pour l'ensemble de la population, inclusivement pour les personnes qui sont nouvellement arrivées sur le territoire. Puisque vous êtes ancrés de différentes manières là, et sur différents territoires, on aimerait vous entendre tous les quatre sur les impacts que peut avoir certains parlent de crise du logement, en fait cette grande problématique de disponibilité de logement et en particulier de logements abordables. En tout début d'avant-midi, on a parlé de catégories, disons, de personnes comme les professeurs universitaires étrangers, comme les entrepreneurs à succès, qui sont des exemples magnifiques, mais on n'a pas que ça non plus. Parmi la population nouvelle arrivante, on a des personnes qui arrivent ici pour des motifs humanitaires, qui ont des conditions d'existence différentes et des situations économiques différentes. On a des étudiants internationaux qui ont aussi des revenus plus faibles. On sait aussi, les chiffres nous disent que la population immigrante, du moins pour les 5 premières années, souvent pour les 10 premières années et parfois à long terme, ont des revenus inférieurs à ceux de la population non immigrante. Donc, on a besoin d'une accessibilité de logement dans toutes les catégories, si on veut, de classes de prix. Quels sont les impacts dans les milieux que vous connaissez de cette difficulté d'accès au logement sur les possibilités d'installation dans les régions du Québec? Est-ce qu'il y a un parmi vous? En fait, la question s'adresse à vous quatre. Monsieur Cardinal, vous voulez briser la glace? Oui, bonjour. Donc, nous, à l'APCHQ, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, on estimait qu'actuellement, il y a un déficit d'au moins 100 000 logements à travers le Québec. Et naturellement, ce n'est pas seulement dans la région de Montréal. De plus en plus, c'est dans les régions qu'il y a un manque de logements disponibles. Par exemple, pour ce qui est du logement locatif, les endroits où le taux d'inoccupation est inférieur à 1%, il y a des agglomérations comme Granby, Drummondville, Rimouski, les îles de la Madeleine, Rouyn-Noranda, Saint-Georges, Joliette, Rivière-du-Loup, Alma, Valleyfield, Gaspé, Montmagny, Victoriaville, Trois-Rivières et Gatineau est à 1%. Saint-Hyacinthe est à 1,1%. Donc, vous voyez que c'est vraiment un peu partout en région là, qu'il y a un manque de logement. Avec un taux d'inoccupation qui est inférieur à 1%. Dans les plus petites agglomérations encore, où il n'y a pas 10 000 habitants, la SCHL ne fait pas systématiquement un dénombrement là, du parc locatif et puis du taux d'inoccupation. Mais on s'est fait dire que dans ces plus petites agglomérations-là, les besoins sont importants aussi, au point où certains employeurs dans ces régions-là sont obligés d'acheter des immeubles ou des maisons pour y loger des travailleurs, puisqu'il manque d'offres de logement. Donc, c'est un problème qui touche à peu près toutes les régions. Pourquoi, je ne veux pas prendre trop de temps, là, mais entre autres, pourquoi est-ce qu'il manque de logement? La demande a été beaucoup plus prononcée que ce qu'on avait imaginé il y a quelques années. Pour quelles raisons la demande est plus forte? C'est des raisons démographiques, bien sûr. Il y a l'immigration qui a augmenté, mais beaucoup le nombre de résidents non permanents, c'est-à-dire le nombre de réfugiés, d'étudiants étrangers, de travailleurs temporaires, avec plus de 62 000 qui sont venus s'installer au Québec en 2019, pas seulement dans la région de Montréal, il y en a de plus en plus partout en région. Ces gens-là, comme ils sont temporaires, souvent ce sont des demandeurs de logement locatif, donc à prime abord, ça leur prend du logement locatif. Ils étaient bien sûr moins nombreux, en fait, même le solde est devenu temporairement négatif pendant la pandémie, mais ils sont en train de revenir en grand nombre. Donc, depuis le début de l'année, il y a à peu près 27 000 résidents non permanents qui se sont installés au Québec. Avec la pénurie de main-d'œuvre généralisée qu'on connaît actuellement, on peut penser que on va avoir besoin là, de cet apport-là de travailleurs temporaires. Puis il faut même penser aussi à peut-être des apports de travailleurs saisonniers. Il y a certaines industries, comme l'industrie de la construction, où on aimerait même être
capable d'attirer des travailleurs saisonniers plus facilement. Ça fait partie de nos doléances au gouvernement du Québec. Merci, M. Cardinal. Si on se centre sur la question des effets là, de cette disponibilité problématique du logement dans les territoires et régions que vous connaissez. Madame Dubois, puis ensuite, vous aviez empoigné le micro en même temps. Donc, bonjour tout le monde. En fait, les impacts chez nous sont importants. Ils sont à l'échelle de notre municipalité, mais je rebondirais sur ce que M. Cardinal disait. Chez nous, c'est 8500 citoyens et citoyennes, donc on n'est pas comptabilisé dans ce que la SCHL vient de donner. Mais les problèmes sont aussi grands. Et ça fait qu'on a de la difficulté à accueillir la population immigrante qui voudrait s'en venir chez nous. Je pense que les municipalités en région sont vraiment une solution. On souhaite être des milieux inclusifs. Et parfois, la taille... Tu sais, je pense que les immigrants n'ont pas tous envie de s'en aller dans les grandes villes. Il y en a qui ont envie d'aller dans des municipalités à taille humaine, dans des milieux agricoles aussi. Chez nous, ça fait des années qu'on a des travailleurs agricoles, mais sont souvent pris en charge par les propriétaires de fermes, les agriculteurs, donc on les voit peu. Mais oui, on a des problématiques chez nous de logement. 75% de nos permis de construction sont pour des résidences unifamiliales, donc il se construit peu de logements à habitation. On a de la difficulté à attirer des promoteurs aussi qui ont envie de construire des immeubles chez nous. Et les immeubles qui se construisent sont pas nécessairement abordables. Donc, on est vraiment dans une difficulté d'équilibre. Et ce qui contribue bien sûr à augmenter la pénurie de main-d'œuvre. Et tantôt, j'ai eu le plaisir de croiser Annie Richard, qui est notre directrice du Carrefour Jeunesse Emploi. On a aussi quelque chose dans les plus petites municipalités, c'est qu'on n'a pas de structure d'accueil. Là, on en a une maintenant avec le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est quand même assez récent, mais c'est difficile de garder cette clientèle-là chez nous, quand on est à proximité d'une grande ville comme Trois-Rivières, où il y a plus de services, il y a une communauté aussi souvent qui peuvent retrouver, échanger, tout ça. Donc, on a quand même plusieurs défis dans les plus petites municipalités qui gravitent autour aussi de la pénurie de main-d'œuvre, parce que pour être attractif, il ne faut pas juste avoir des logements, puis on aura l'occasion d'en reparler à travers les autres questions. Merci, M. Simon, puis ensuite M. Castonguay. Bonjour. Ce qui est important de se rappeler, c'est les besoins fondamentaux. Quand on regarde la pyramide de Maslow, faut manger, il faut se vêtir et il faut se loger. C'est des besoins essentiels. C'est-à-dire, si on veut garder des gens dans nos régions, il faut être capable de remplir le minimum, qui est de leur offrir un logement qui soit de qualité, qui soit abordable, puis qui réponde à ces besoins. Donc, avec la crise qu'on vit présentement, vous imaginez, on a déjà de la misère. Des gens qui sont ancrés dans des villages ou des villes en région ont déjà de la misère en étant implantés là depuis plusieurs générations. Alors, quand on a des gens qui arrivent et qu'on veut intégrer, soit pour l'emploi, soit pour les études ou des enseignants ou peu importe, la capacité d'intégrer ces gens-là, le logement est la base. Si tu n'as pas de logement, tu vas être dans l'anxiété, tu vas être dans l'instabilité. Si tu payes trop cher, si ton logement n'est pas salubre, tu ne pourras pas t'intégrer de façon adéquate. Et ces besoins-là, présentement, sont criants partout. Et on se doit, puis la crise, elle est là, mais elle est là pour longtemps, parce que les besoins sont si énormes qu'on en a pour quasiment une décennie à remplir au rythme qu'on va là, le minimum. Alors, il va falloir une grande mobilisation et de montrer l'importance de pouvoir répondre à ces besoins-là dans l'ensemble des régions et d'en faire une priorité pour bien accueillir ces gens-là, pour accueillir les immigrants qui viennent et qui veulent s'implanter, parce que c'est un défi de taille dans les années à venir. Merci. Bien, absolument. Je suis d'accord avec Éric puis avec les deux autres intervenants. On est dans une période très difficile. Les impacts, bien, ça va jusqu'à la viabilité économique, dans le fond, des entreprises qui sont dans ces municipalités-là. On parlait de Nicolet qui était à 8500 habitants. Mais j'ai des exemples aussi dans la MRC des Appalaches pour Manuela qui sont 3 ou 4 000 habitants, mais qui ont quand même des gros besoins. Ils sont pas capables de faire venir personne. Il n'y a aucune place justement pour faire venir les immigrants pour travailler dans les usines. Donc c'est vraiment une question de viabilité économique. C'est une question aussi
que les municipalités puissent se développer définitivement. Là, à quelque part, je pense que présentement, on est dans un petit peu dans ce marasme-là. Puis oui, on en a pour longtemps parce qu'on n'est pas structuré au niveau provincial ou au niveau fédéral. On a des programmes et tout ça. Par contre, on n'a pas de plan directeur ou je dirais peut-être plus une politique d'habitation au Québec parce que je pense qu'il y a l'immigration, oui, de son côté. Et il y a évidemment tout l'entrepreneuriat qu'on écoutait tantôt, qui était super intéressant. Mais je pense aussi qu'il faut vraiment arrimer les différents ministères, que ce soit l'immigration, que ce soit la Société d'habitation du Québec. Il faut se doter d'un plan. Puis c'est ça qu'on n'a pas présentement. Donc les impacts sont majeurs là, pour les municipalités, quelle que soit leur taille de toute façon. Ça nous amène justement à la question des enjeux. Là, je pense que le constat est assez unanime à l'effet qu'on a besoin de développer l'offre de logement une offre de logement plus adéquate et notamment des logements abordables à l'échelle de la province. À quel défi faisons-nous face? Quels sont les enjeux pour développer cette offre de logement? Je pense que M. Simon, vous êtes prêt à... Écoutez, nous, les GRT, on accompagne les groupes pour construire les logements sociaux et communautaires à travers le Québec. Et si vous prenez pour acquis que 40% des unités qui normalement sont données en habitation pour du abordable et du communautaire et social, c'est Montréal qui le prend. Après ça, Gatineau et Québec en prennent une autre bonne partie, ce qui fait que pour l'ensemble des villages et villes du Québec, il en reste à peu près pas et on n'est pas capable de développer sur l'ensemble. Et quand je disais que c'est pour durer très longtemps, si on se ramasse avec 1000 unités pour combler les villes et les villages, puis on comprend les villes là, comme Drummondville, Trois-Rivières, Sherbrooke, c'est toutes des villes qui sont pas dans le lot et c'est quand même des grandes villes, il y a un problème majeur. Et il y a un problème majeur aussi dans la façon de le faire et de garder l'abordabilité dans ces logements-là, parce que des fois, là, on commence à embarquer là, dans ce qui est le FAC. Un nouveau accès logis a été comme un peu mis de côté et on s'en va avec essayer de donner de l'abordabilité avec du privé qui donne une abordabilité restreinte. Notre objectif, c'est de réussir dans les villages et les villes, de développer des projets qui vont répondre à la municipalité, qui vont répondre à la communauté et qui vont empêcher que les entrepreneurs construisent sur leur terrain des résidences en dehors du noyau villageois. Il faut réussir à créer des milieux de vie qui vont durer, qui vont être mixtes pour permettre l'intégration, qui permettent des différences entre les gens et qui vont répondre aux besoins des communautés et que les municipalités prennent ce pouvoir-là. Et ça, ben, ça prend cette mobilisation-là gouvernementale pour réussir à y arriver. Et on est loin de la coupe aux lèvres pour l'instant. Oui, Madame Dubois? Bien, je pense que mon collègue l'a bien expliqué. Il reste plus rien qu'on arrive à des municipalités comme Nicolette. Donc, c'est sûr que l'enjeu du financement est un enjeu important, mais tu sais, pour les municipalités, le logement, c'est un de nos enjeux. Si on veut être un milieu attractif pour la clientèle immigrante, il faut aussi être capable que ces gens-là, lorsqu'ils auront trouvé un emploi, aient une place en garderie aussi, qu'ils soient capables de se déplacer, avoir un service de transport collectif qui est adapté, qui est adéquat, pas qui part à 6h30 le matin puis qui revient à 6h30 le soir, tu sais. Donc, ce financement-là aussi, c'est problématique pour les petites municipalités. Puis je vous dis, attirer des promoteurs privés, c'est difficile parce que justement, il n'y a pas de sous. Les programmes ouvrent. C'est-tu le FAC? C'est tellement court comme délai pour une petite municipalité. Moi, j'ai pas quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine à développer du logement chez nous. Là, c'est en plus de tout le reste. Donc là, on se dépêche à monter un projet. Il reste plus de sous. T'sais, chez nous, on a aussi choisi de ne plus aller se développer dans nos terres agricoles, nos milieux humides. Donc, on restreint nos lieux où on souhaite développer. On souhaite les développer de façon intelligente, de façon durable. On est pris aussi avec une fiscalité municipale. Puis là, je vois mon président de l'UMQ. Mais on est aussi pris avec une fiscalité municipale qui fait que on a des limites financières. Alors, c'est avec tout ça qu'il faut composer. Et le logement est un des éléments de tout ça, le transport aussi, mais c'est quand même assez complexe. Et d'être attractif dans un contexte comme celui-là, ben ça pose certains défis. Monsieur Castonguay, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus?
On peut en rajouter, puis on pourrait en parler pendant 2-3 heures, là, des problématiques municipales. J'ai déjà été dans le monde municipal. Je me rappelle, dans le temps, comme directeur général, on essayait d'attirer du monde justement pour garder notre école en vie puis garder le bureau de poste. Aujourd'hui, on se bat pour garder la viabilité de nos communautés. Puis d'autant plus que le logement, parce que dans le fond, chaque teneur de logement a son importance dans ce développement-là, que ce soit du privé pour ceux qui ont un peu plus les moyens. Ça peut être de l'OBNL pour avoir des logements un peu plus adaptés à des revenus plus faibles. Mais l'important dans tout ça, c'est de penser aussi que c'est toute cette mixité-là, qui est pas simple non plus à établir, mais quand même qui est faisable, c'est quelque chose qui fait que les milieux vont rester vivants, puis que justement, que vos milieux vont se développer. Quand on se place du point de vue municipal, là, les enjeux sont énormes, puis j'ai l'impression que tant que les décideurs, ou qu'il n'y aura pas un plan d'ensemble, justement, pour le développement, pour l'intégration des immigrants et tout ça, je pense que ça va être difficile d'arriver à quelque chose. Il faut qu'on ait un plan. Puis personnellement, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu un projet de société au Québec, mais ça pourrait en être un très beau projet de société, de se dire, regarde, on se structure, on se parle entre les ministères, on parle avec les milieux, puis le monde municipal a toute son importance, puisque c'est justement le gouvernement de proximité. Donc, c'est lui qui connaît ses besoins. Fait que je pense qu'à quelque part, on est rendu un petit peu là au Québec, là, d'avoir une espèce de plan intéressant, justement, pour tout ce développement-là, puis pour se garder en vie. La saladaire. Monsieur Cardinal, est-ce que vous avez en quelques mots quelque chose à ajouter? Oui? Oui, c'est une problématique complexe. Si on parle maintenant là, des promoteurs privés, il faut savoir que d'abord, depuis la pandémie, les coûts de construction ont augmenté de 35%. Il y a encore un petit peu de problème d'approvisionnement de matériaux, rareté de main-d'œuvre aussi dans le secteur de la construction, ce qui crée encore d'autres pressions sur les prix. Donc, de livrer des logements qui sont abordables, c'est pas facile. On est souvent avec des loyers économiques qui sont beaucoup supérieurs aux loyers qui sont pratiqués actuellement. Une des portes de sortie pour les promoteurs, pour que ça soit moins cher, on paye le terrain moins cher, on s'en va un petit peu plus loin en périphérie, mais c'est pas l'idéal concernant on s'éloigne des infrastructures de transport en commun, donc c'est peut-être pas nécessairement ce qui est souhaitable. Il y a une nouvelle donne aussi depuis de plus en plus, c'est la protection, la lutte au changement climatique, qui fait que outre la rareté de terrain qu'il y avait déjà dans certaines régions, maintenant on veut protéger davantage le territoire agricole, les forêts, les milieux humides. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on est en région, qu'il n'y a pas de problème de disponibilité de terrain. L'autre fois, on a rencontré les gens de la municipalité de Saint-Hyacinthe. Ils nous ont dit on n'a pas de terrain à Saint-Hyacinthe à développer là, présentement. Donc, il faut essayer de densifier. Ça aide aussi normalement à avoir des coûts plus abordables, mais lorsqu'on densifie, il y a un autre écueil qui arrive, outre que le processus est un petit peu plus long et la réglementation est un petit peu plus longue. C'est le fameux phénomène du pas dans ma cour. Donc, c'est difficile de faire accepter. L'acceptabilité sociale n'est pas toujours là. Il y a des voisins parfois qui s'opposent à certains projets, quelques citoyens qui s'opposent à des projets qui pourraient loger 50 personnes, des choses comme ça. Donc, on va peut-être y revenir quand on va parler des pistes de solutions tantôt. Et voilà, on y est. On a encore quelques minutes pour prolonger peut-être votre pensée. Vous y avez presque tous mis un pied déjà là, dans certaines pistes de solutions. On n'ira peut-être pas avec la baguette magique, là, mais avec des solutions que vous voyez comme réalistes, faisables, qu'on pourrait s'attendre d'un gouvernement, selon les différents paliers. Qu'est-ce qu'on a besoin au Québec pour développer cette offre locative ou résidentielle, plus largement, afin de faciliter, de rendre possible l'installation et la qualité de vie de l'ensemble de la population, incluant les nouveaux arrivants dans les régions du Québec. Vous voulez, oui? Allez-y, M. Cardinal. Je peux y aller. Donc, oui, ça va prendre, si possible,
des programmes gouvernementaux. On sait bien que les poches du gouvernement sont pas infinies, mais quand même, des initiatives comme le programme d'habitation abordable Québec, c'est quand même un pas dans la bonne direction, même s'il y a peut-être des modalités là, à raffiner. Là. Ça peut aider effectivement à livrer plus de logements abordables, du logement social puis du logement communautaire. Parmi les autres pistes de solutions, j'identifie le courage politique du côté. Si on revient là, aux municipalités, tantôt j'ai parlé d'acceptabilité sociale. Si les municipalités peuvent aider à faire accepter certains projets, là, parce que parfois justement il faut déplaire à certains électeurs qui sont déjà dans notre région au profit de gens qui sont pas encore nos électeurs, mais il faut travailler là-dessus. Si les villes ont des banques de terrain qui peuvent rendre disponibles pour la construction, que ce soit du social, entre autres, là, pour des logements sociaux, communautaires et coopératifs, c'est le temps de le faire. Si elles peuvent aussi toujours dans le courage politique, les unités d'habitation accessoires, c'est une chose qu'on a identifiée là, comme étant une façon d'aider à augmenter l'offre de logement, donc permettre plus facilement à la maison qui a un deuxième logement, ça peut être un logement au sous-sol, ça peut être la maison intergénérationnelle, ça peut être des unifamiliales transformées en duplex, même des maisons en arrière-lot parfois. Donc, ça fait partie des solutions. Pas négliger aussi le parc existant. L'abordable se trouve dans le parc existant. Il faut continuer de lui donner de l'amour parce que s'il y a des immeubles qui deviennent vétustes puis qui ils sortent de l'univers locatif, mais naturellement, on n'a rien gagné. Puis finalement, j'imagine que ça se fait là, mais si les municipalités peuvent agir un peu comme guichet là, auprès peut-être auprès des nouveaux arrivants puis des entreprises pour essayer d'arrimer les besoins là, les besoins des deux, ça pourrait probablement aider. Merci beaucoup. Madame Dubois? Oui, les solutions vont être collectives. Hein? Ça ne sera pas que les municipalités qui vont pouvoir faire la différence. Ça va nous prendre des projets structurants, donc gouvernement, organismes du milieu, municipalités. Les maires et mairesses souhaitent accueillir des projets de logement pour loger les immigrants, mais loger aussi nos citoyens. Donc, il faut être visionnaire, mais il faut que ça soit intégré. Donc, ça fait partie des solutions. Si on veut aussi considérer les régions comme de réelles solutions, il va falloir nous donner aussi les moyens de nos ambitions. Donc, il y aura du financement qui doit descendre parce que oui, on peut y participer en cédant des terrains, mais ça va avoir des limites, ça aussi. Présentement, chez nous, les entreprises sont vraiment au cœur de la solution. Ils achètent des immeubles à appartements. Ils achètent aussi des résidences aux personnes âgées qui ont changé de vocation pour loger leurs travailleurs, mais ça aura des limites, ça aussi. Et dans les solutions collectives, quand on le fait tout le monde ensemble, on s'assure justement, comme vous le disiez, M. Cardinal, que les projets qui aboutissent ou qui atterrissent dans nos milieux, ce sont des projets qui répondent aux besoins de la municipalité. Les maires et mairesses sont les spécialistes de leur municipalité, ne sont pas des spécialistes du logement. Par contre, on est souvent capable de bien orienter les projets pour que l'acceptabilité sociale soit au rendez-vous quand les projets se construisent. Il faut continuer à investir dans nos structures d'accueil pour accueillir nos immigrants. Chez nous, c'est bien parti, ça va bien. On a une équipe de feu. Le après 5 heures est plus compliqué. Hein, les gens sont au travail, mais après, avec les familles, comment on propose des activités, comment on les occupe, on les anime, on les divertit. Ça fait partie aussi de nos enjeux. On évite les programmes mur à mur. Hein. Moi, je suis pas Saint-Hyacinthe, je suis pas Québec, je suis pas Gatineau, je suis pas Shawinigan non plus. Donc, j'aimerais ça avoir quelque chose qui correspond à ma réalité de municipalité. Financer, on l'a dit, adéquatement le transport collectif, c'est un enjeu, c'est important. Les gens arrivent chez nous, ils ont pas nécessairement, il y a du travail à Nicolette, mais souvent, il faut aller à Trois-Rivières, faut se promener un peu, donc ça prend un transport collectif adapté. Et ce qu'on peut faire chez nous dans notre municipalité, on est en train de se doter d'une politique de logement qui va nous faciliter la vie pour accueillir ce type de projet-là. Vous en avez fait mention, M. Cardinal. La réglementation municipale, ça c'est quelque chose sur laquelle on a un pouvoir. Oui, on est en train de changer
changer des choses pour permettre la densification plus douce dans nos milieux par des bâtiments accessoires, par du bigénérationnel. Il y a des solutions pour densifier. Donc, les municipalités sont vraiment des partenaires dans cette solution-là. Merci. Monsieur Simon? Je vais vous dire ce que je dis. J'ai rencontré souvent les élus ou dans des commissions parlementaires et on a un constat à tirer tout le monde collectivement. C'est pourquoi quand quelqu'un va voir un député et lui dit qu'il n'a pas accès à un système de santé, ben c'est la révolution. On s'assure qu'il a accès à un système de santé. On va les voir dire ah mon école, j'ai pas accès à une école. Ben la mobilisation générale se fait, on a accès à une école. Mais sur un besoin aussi fondamental que le logement. C'est comme, on a pris ça comme une normalité. Ah, quelle crise on aura le 1er juillet, puis quelle ampleur elle aura. La question, c'est comment on se mobilise pour régler ça. C'est pas normal, dans une société riche, progressive comme on a, de laisser le logement dans l'état où il est présentement avec des gens qui n'y ont pas accès, qui ont des logements insalubres, qui ont des logements qui répondent pas à leurs besoins. Il y a comme une mobilisation à faire. Et encore plus, puis là, il va falloir mobiliser les gens. Je vois l'UMQ, il va falloir que le FQM, le gouvernement, en région, ben c'est encore beaucoup plus difficile parce qu'en habitation, la densité puis le coût, plus c'est gros, plus c'est rentable, plus c'est faisable. Ben l'occupation du territoire devient très important et devient encore plus important en disant qu'on veut attirer les gens qui aiment la qualité de vie et qui aiment la vie dans vos villes et villages. Et cette mobilisation-là, il faut qu'on la fasse, il faut qu'il y ait des états généraux. On parlait de projet de société. Il faut qu'on réussisse à le financer à la hauteur des ambitions qu'on a comme société que les gens soient bien logés et puissent vivre adéquatement. C'est la fameuse poursuite du bonheur, là. C'est avec une implication en habitation qu'il va falloir le faire. Merci. Monsieur Castonguay. Oui, ben bref, ça nous prend un grand chantier. D'ailleurs, le municipal a une grosse part là aussi de responsabilité dans ça. J'ai assisté au même titre qu'Éric là. Votre sommet de l'habitation à Laval, c'était vraiment instructif, puis on a vraiment compris c'était quoi l'angle municipal. Mais comme le municipal est plus proche du citoyen, ben ici les municipalités, ben ils vont de l'avant justement dans ces revendications-là, puis dans l'établissement peut-être d'un éventuel chantier, ben je pense que leur population aussi va suivre. Fait que il faut vraiment que ça vienne de la base. Puis là, ben le courage politique habituellement, quand ça vient de la base, on dirait que le courage monte un petit peu dans l'idée justement de ceux qui prennent les décisions. Donc je pense que ce chantier-là, ou cette révolution-là sur l'habitation, qui est un dossier, c'est le dossier qu'on tente de remonter sur le dessus de la pile, puis on a réellement de difficultés à le monter sur le dessus de la pile, malheureusement. Mais il est aussi fonction de l'économie, il est aussi fonction du bien-être de la population, puis de la santé. Ça fait que je pense qu'il faut vraiment pousser tout ensemble là, pour qu'il se passe quelque chose au Québec sur l'habitation. Je vous remercie. Je pense que vos propos ont vraiment permis de faire ressortir la vision globale, finalement, qu'on doit développer sur la chose du logement, oui, mais sur finalement le fait que c'est interrelié étroitement et de manière, comment est-ce qu'on dit ça? On ne peut délier cet enjeu de celui des transports, de celui de l'accès aux autres services, le après 5 heures, le avant. On sait aussi que de plus en plus de gens travaillent à leur domicile. Donc, c'est aussi une réalité qui va sûrement avoir des impacts sur la qualité des logements dont on a besoin. Donc, on va passer maintenant à... de vous prêter à l'exercice, également de réfléchir à haute voix avec ce si grand parterre. Alors, Madame Dubois,
mairesse de Nicolet a évoqué justement la question de l'importance, on traitait du logement, mais elle a évoqué l'importance de la question du loisir, de l'accès au sport, de l'accès à la culture pour contribuer au bien-être des personnes et au fait que les gens puissent aussi peut-être développer un meilleur sentiment de bien-être et d'intégration et d'appartenance au milieu dans lequel ils sont. Vous êtes ancrés dans 4 territoires ou régions différentes, la région de Québec, la région de l'Estrie, la région de l'Outaouais et puis le Bas-Saint-Laurent. Donc, dans vos différents milieux, quel bilan faites-vous? Qu'est-ce que vous constatez par rapport à l'utilisation justement du sport, du loisir, de la culture comme élément contributif à l'insertion, à l'inclusion des personnes immigrantes dans vos régions? Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous veut briser la glace? Oui. Fatna? Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. En fait, on est un peu glacé, démotivé, je parle de moi, même si je dis on. Après le premier panel juste qui est passé, 100 000 logements qui manquent aujourd'hui. Et nous, on est dans la régionalisation. Nous sommes dans le 2e forum de la régionalisation. Donc, j'espère que le 3e forum, on va dire, on est à 200 000 logements de plus. Donc, je pense que parler des loisirs, après qu'on a parlé de la pyramide de Maslow qui était juste annoncée avant, donc on est, quand on parle des loisirs, on est à une couche un peu plus supérieure. C'est sûr que c'est un vecteur d'intégration, mais c'est pas une avenue unique. C'est un élément important, c'est un élément clé d'un ensemble de plusieurs composantes. Donc quand on l'a vu, logement, emploi, santé, peut-être aussi politique publique, pourquoi pas intégrer aussi les personnes immigrantes dans le décisionnel, je pense. Et quand on parle de ça, si la personne n'a pas atteint le premier degré ou la base de la pyramide de Maslow, elle ne pourra pas penser activité. Ça, c'est sûr que c'est compliqué. Quand on parle d'activité, c'est un temps personnel libre qu'on doit remplir par une activité qui va procurer du plaisir et aussi un épanouissement personnel. Donc, c'est-à-dire, c'est réfléchi, c'est-à-dire que j'ai déjà maturé les repères dans un nouveau pays. Et donc, c'est la dimension de culture, ça vient toujours dans une dimension un peu plus supérieure par rapport aux premières dimensions. Donc, c'est ça ce que je peux dire. La dernière chose que j'aimerais mentionner, on ne peut pas parler de culture pour toutes les personnes immigrantes de la même manière, puisque les personnes immigrantes ne sont pas un pôle monolithique, c'est pas homogène. C'est vraiment des profils migratoires disparates. On parle de demandeurs d'asile, on parle de réfugiés, on parle de résidents permanents. Tout à l'heure, on a vu les entrepreneurs. Donc, c'est pas les mêmes intérêts pour la culture, pour les loisirs et pour le sport. Et dans la même famille, le même profil migratoire, et c'est pas vrai. Ce sont des micro-profils internes. Ce que mon adolescent veut faire comme sport, comme loisir, comme activité, c'est pas la même chose que ce que papa, maman, ils veulent faire. Et même papa, maman, c'est pas la même affaire. Donc, c'est ça ce que je voulais dire. Merci, Madame Gaborian. Vous m'entendez? Oh. J'ai réfléchi à ça et je dis le sport, le loisir, la culture, en même temps, c'est un langage universel qui va au-delà des différences. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est vraiment un vecteur important d'intégration. En ce qui concerne, je veux me référer peut-être plus précisément sur les activités que les municipalités développent dans ce domaine. Et je pense que c'est beaucoup associé, puis plusieurs l'ont mentionné, la notion de plaisir aussi. C'est important d'avoir un emploi, d'avoir un logement, mais d'avoir du plaisir également. Et ça, au niveau affectif, si vous voulez, pour le bien-être, c'est vraiment un élément important. Ce qui se passe au niveau des municipalités en général, le bilan, je pense qu'on peut dresser, il est positif, plutôt pour les activités de loisirs, des cultures et des loisirs culturels.
parce que c'était en fait des activités qui ont été traditionnellement financées par l'entremise des programmes et des ententes qu'on a signées avec le ministère de l'Immigration. Et j'aimerais rappeler ici que vous savez, on parle beaucoup des municipalités, de ce que les municipalités peuvent faire dans ce domaine, mais il ne faut pas oublier non plus que les municipalités n'ont pas des compétences directes en immigration, qu'on a des compétences déléguées et que les activités qu'on déploie et qu'on fait auprès des immigrants, on les fait par l'entremise des programmes, des plans d'action. On a parlé du PAC, de programmes d'appui aux collectivités qui sont financés par le ministère. Donc, au niveau de la ville de Gatineau, je peux vous donner des exemples. On fait beaucoup d'activités de rapprochement interculturel, des activités culturelles justement qui favorisent le rapprochement des citoyens. On a des rendez-vous interculturels, la journée de la diversité culturelle aussi gatinoise. On a aussi des tours d'accueil des nouveaux arrivants en autobus. Ça, c'est vraiment une activité, on a vu l'impact parce qu'on va amener les nouveaux arrivants, on va leur montrer le patrimoine culturel et naturel aussi de la ville de Gatineau, on va leur montrer les services. Donc, on a vu vraiment l'impact de cette activité sur l'intégration, mais je pense que le domaine où on peut faire davantage, c'est le sport. Donc, oui, on a des ressorts, on a des instruments, les municipalités, pour favoriser davantage l'accès à nos installations, parce que c'est les municipalités qui gèrent les installations, en fait. Mais pour avoir accès à des activités, des performances, je parle des associations sportives, pour développer des compétences, pour même des activités d'initiation, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent et qui ne savent pas patiner, ne savent pas nager, etc. Et ça, le sport, je pense que c'est un domaine qu'on doit revoir dans le financement des plans d'action, voilà. Merci, Monsieur Boucal, au Bas-Saint-Laurent, à Rimouski. Quels sont vos constats? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, je ferai juste du plus sur ce qui a été dit. Et je pense que oui, pour faire un bilan, je devrais, si d'une main, je salue les efforts qui ont été faits, que je vois notamment si je pense aux ententes de développement culturel, des fois même au sein des territoires, c'est des excellentes initiatives. Cependant, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et pas juste même restreindre au niveau de l'immigration, mais nous-mêmes en tant que société, notre rapport à la culture et au loisir. Parce que moi, je suis de ceux-là qui pensent que la citoyenneté culturelle même, exercer sa citoyenneté culturelle est quelque chose de pertinent, que l'accès à la culture doit être un droit au même titre que l'accès au logement. Et là où effectivement, même quand on parle de, comme là dans ce contexte, de régionalisation de l'immigration, je pense que la culture, le loisir permet de développer même, donc créer des espaces de socialisation, de réseautage et des fois même sortir de ce réflexe que nous avons, et je l'entends même depuis hier. Donc, très souvent, quand on parle de régionalisation de l'immigration, on a des fois ce réflexe de restreindre la personne immigrante, oui, effectivement, à une marchandise dont la finalité se doit de répondre à un besoin capitalistique. Et je pense qu'il faut... L'immigrant est à la base un humain. Donc, d'avoir une approche humanisée, cette approche, oui, effectivement, de la régionalisation de l'immigration. Pas juste, comme j'ai dit, voir l'immigrant comme une ressource qui doit répondre à un besoin capitalistique. Et juste pour pousser encore sur cette réflexion, parce que, comme j'ai dit, les loisirs et la culture se doivent d'être d'abord, même nous, dans notre vision de développement de société, les loisirs, la culture doivent occuper une place primordiale de notre vision de développement en tant que société. Donc, du coup, même quand on parle, même ici, je l'entends, on parle de rétention, par exemple, et on développera tantôt là-dessus, notamment
les loisirs, la culture permettent, parce que je pense que oui, la finalité, c'est le fait de bâtir ensemble. Et comme je dis, on ne peut pas bâtir ensemble si on ne se connaît pas. Et on ne peut pas se connaître si on ne se rencontre pas. Chacun fait le pas vers l'autre, on se rencontre, on se connaît, on se découvre, on vit, on grandit, on bâtit ensemble. Donc du coup, ça nous prend des espaces de rencontre, de socialisation, de partage. Et les loisirs, la culture nous permettent ceci. Je prolongerai peut-être tantôt notamment sur le concept de rétention, même des fois que je pense qu'à un moment donné, il faut repenser. Parce que dès lors que des fois, quand on parle de rétention, c'est comme, on ne retient pas quelqu'un. On convainc une personne de rester. C'est comme ta blonde ou ton chum, tu la retiens pas. À travers des gestes et des actes que tu poses, tu la convaincs de rester. Je laisserai la parole peut-être à Sophie. Cette petite prolongation valait la peine. Donc, Madame Lapointe, dans la région d'Estrie, quels sont vos constats? Oui, bien, je commencerai peut-être à dire, pour faire du pouce, si on veut, là, sur les propos de Lénine, c'est que c'est vrai qu'en régionalisation, on a souvent l'habitude de axé sur l'emploi, sur la qualité de vie, puis c'est correct aussi, c'est des déterminants importants. Si je me trompe pas, je crois qu'au forum de 2019, le cadre culturel avait été aussi nommé comme 3e déterminant de l'attractivité en matière de régionalisation. Donc, je pense que c'est vraiment important de ne pas sous-estimer le cadre culturel. Et puis, si on revient au bilan qu'on peut faire, l'utilisation du sport, du loisir, de la culture, pour l'intégration, pour favoriser l'intégration des personnes immigrantes, j'aimerais aussi peut-être prolonger pour dire non seulement favoriser l'intégration, mais aussi le développement de communautés régionales plus accueillantes et inclusives. Parce que oui, il peut y avoir toutes sortes d'activités intéressantes, pertinentes pour faire découvrir des sports, et puis, mais il faut aussi ouvrir ces activités-là à la population en général, que les rencontres puissent se faire en médiation interculturelle. On parle souvent de rencontres opératoires. Donc, l'objectif de ces rencontres-là, c'est qu'il y ait une transformation qui s'effectue à la suite de ces rencontres-là. Donc, on peut penser à des activités qui ne seront pas que ponctuelles, mais qui peuvent aussi s'inscrire dans une certaine continuité pour que ça dépasse là, peut-être une soirée ou une activité. J'aimerais aussi dire, au niveau du bilan, il y a plusieurs études qui démontrent que l'art est un outil de changement social. On n'a plus besoin, je pense, de prouver ce fait-là. Pourquoi? C'est qu'ils permettent aussi de faire tomber les barrières. Donc, quand on se rencontre dans un contexte de loisirs, de sport ou artistique, les barrières tombent plus facilement. Et puis, à ce moment-là, on focus davantage sur les intérêts communs que ce qui peut nous différencier. On a parlé, en régionalisation de l'immigration, je dirais également que la partie sport, loisirs, culture va s'inscrire plus dans la trajectoire. On est dans l'établissement durable des personnes. Donc, on a beaucoup d'efforts, souvent, qui sont mis sur l'attraction, faire des mariages, mais pour que ces efforts-là perdurent, l'établissement durable, il faut y veiller également. En Estrie, pour le mandat que je représente au sein d'Entreprendre Sherbrooke, on couvre 7 MRC. Depuis assez récemment, on a aussi un autre organisme, le CERI, là, qui couvre 2 autres MRC. Donc, on devient une grande région de 9 MRC plutôt que 7 MRC. Donc, au niveau du PAC, on a un beau terrain de jeu, je dirais, pour pouvoir rapprocher tous les acteurs qui contribuent à pouvoir faire de notre milieu de vie là, un endroit plus accueillant et inclusif. Et puis, je pourrais donner des exemples. Pour le programme que je représente, l'Estrie Me Voici, on a comme activité dans le cadre du pacte le développement l'initiation d'un mouvement de bienvenue au sein duquel on a une trousse de bienvenue qu'on a développée pour permettre aux personnes qu'on a accompagnées d'aller fréquenter les lieux aussi comme des musées, par exemple, d'aller assister à des matchs sportifs
pour commencer à aller découvrir leur nouveau milieu de vie. Donc, c'est un petit pas qu'on veut faire pour inciter à aller vers ce type d'activité-là. On a également deux beaux réseaux, je dirais, en Estrie. On a toutes les ressources de place aux jeunes. On a le réseau d'accueil estrien, qui sont des ressources dans chacune des MRC également, pour faire en sorte qu'à partir du moment où des personnes s'établissent dans leur territoire, bien, il y ait cette offre d'activités-là qui sont à la fois sportives, culturelles, pour permettre l'établissement durable des personnes. Et en deux mots? En deux mots? C'est la fin. C'est la fin? Très bien. Voilà, on poursuit cet échange. Sur la question des différents acteurs impliqués et interpellés pour promouvoir l'usage du sport, du loisir et de la culture dans ce grand ensemble qui favorise le bien-être et l'installation à long terme des gens dans leur communauté, ça interpelle le secteur communautaire, ça interpelle le secteur privé, ça interpelle les paliers municipaux, provinciaux, de pouvoir, quels sont selon vous les rôles et les responsabilités de chacun de ces acteurs ou de chacun de ces secteurs? Fatna, oui? Alors, je pense pour cette question, ça a été déjà répondu, mais parfaitement répondu pour la régionalisation tout court. Avant de parler de loisirs, ça a été déjà mentionné hier avec les panélistes, le film de La Grande Séduction. Pour les gens qui l'ont pas vu, c'est vraiment un très bon film. Donc le réalisateur Jean-François Pouliot, je pense qu'il a bien compris la régionalisation du fait qu'il a fait intégrer tous les secteurs de la ville. Donc on va voir le maire qui court voir le directeur de la caisse populaire, ensuite c'est les habitants. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ils ont fait leur recherche sur ce que monsieur le docteur il aime comme activité et ils ont essayé de le séduire par cette activité que eux ils n'aiment pas. Donc, c'est-à-dire comment réadapter mes activités par rapport aux personnes qu'on accueille. Donc, ce film, il regroupe vraiment tous les secteurs et je l'aime vraiment bien et on le réfère toujours. Donc, je pense que il faut sensibiliser les élus des différents paliers gouvernementaux sur l'importance des activités de loisirs dans l'attraction vers les régions. C'est comme l'emploi, c'est comme le logement, c'est vraiment une sphère à part entière. Ensuite, encourager la concertation entre différents acteurs de la région. Mais quand on fait la concertation, en général, il y a deux paliers, enfin, c'est même pas paliers, mais deux secteurs qui sont oubliés. Les personnes immigrantes elles-mêmes, ils ne sont pas interpellées, ou des fois, ils sont interpellés juste par la couleur de leur peau ou parce qu'ils sont un peu atypiques. Mais ils n'ont aucune compétence immigration, aucune compétence de connaissance un peu dans les profils. Donc, le choix, il est fait juste pour dire qu'on est représentatif. Et ça aussi, c'est très difficile. Il y a la formation qu'il faut renforcer pour les acteurs des milieux, donc la formation pour la gestion de la diversité culturelle, mais aussi la formation pour les personnes immigrantes sur comment adhérer à des activités de sport et de loisirs. Je vous laisse voir dans la capitale nationale, on a beaucoup de monde de la capitale nationale, vous pouvez vous reconnaître. Quand on veut inscrire nos enfants, ça ouvre un lundi à 10h et à 10h15, il n'y a plus de place. Vous imaginez pour quelqu'un qui n'a pas de repères, comment il devrait faire ça? C'est tout un apprentissage. Alors aussi la concertation avec l'école, parce que nous avons remarqué que les parents, ils sont attirés à des activités de loisirs parce que leur enfant, il est là et il peut voir d'autres adultes qui font d'autres activités. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Je ne veux pas monopoliser, donc je vous laisse là. Merci, Madame Gaborian. Ben, en fait, peut-être c'est un cliché pour dire que c'est assez complexe, mais c'est des domaines qui sont quand même assez différents, puis qui ont des juridictions aussi différentes. Donc, c'est pourquoi c'est un peu plus complexe à naviguer dans les partenariats qu'on fait. Puis, à la ville de Gatineau, la section de la diversité
social et culturel est intégré dans le service de loisirs. Donc, c'est sûr que le service de loisirs, c'est l'expert dans ce domaine et on a beaucoup d'ententes, de partenariats avec des associations sportives. On organise aussi beaucoup de compétitions de sport. Donc, c'est sûr qu'on crée des partenariats, mais je vous dirais que la dimension de la diversité, je pense qu'on a encore du travail à faire dans les municipalités pour l'intégrer justement dans toute ce travail de collaboration qu'on fait avec les organismes sportifs, les organismes de loisirs, etc. Et nous, on a commencé à Gatineau, justement, à tisser des liens. Je peux vous donner un exemple. Vous savez, le Gatineau, c'est le paradis du ski de fond. OK? Donc, on a le parc de la Gatineau où on a vraiment beaucoup des pistes et d'installations aussi pour pratiquer le ski de fond. Donc, moi, je pense que les municipalités peuvent travailler davantage en collaboration avec les organismes sportifs qui offrent des services directement à la population. Et parce que les coûts, il faut pas nier cet aspect, les coûts pour avoir accès à des activités de sport, puis je parle même plus de la performance, c'est très cher. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette possibilité, souvent des nouveaux arrivants qui ont, n'est-ce pas, sont happés par d'autres besoins. Donc, je pense que les municipalités peuvent faire le lien justement entre le milieu du sport et les immigrants, puis faciliter, puis favoriser justement ce type de partenariat. Nous, on travaille par exemple avec le club de ski de fond Ski Nook, qui offre des cours spécialisés en ski de fond. Donc, on donne une subvention justement pour que les enfants et même des adultes puissent avoir accès à des cours spécialisés. On organise aussi de tournois de soccer interculturel. Donc, on donne accès justement aux gens au terrain de sport, etc. Mais je pense que c'est vraiment ce type de collaboration, c'est quelque chose à développer puis à intégrer cette dimension diversité. Parce que les besoins sont différents. Pardon, merci. Monsieur Boucal? Oui, en fait, je salue donc tous ces efforts-là, effectivement, du côté de l'Outaouais. Je reviendrai juste peut-être sur ce rapport toujours avec, notre rapport avec les loisirs ou bien la culture de façon générale. Mais si je prends l'exemple, par exemple, du cabaret de la diversité, il y a énormément de projets qui ont été développés et notamment en lien avec ces deux enjeux. Mais toutefois, il y a quelque chose, je pense, qui est fondamental parce que l'enjeu de la régionalisation de l'immigration est un enjeu assez complexe et que de base et de facto, la concertation est quelque chose de primordial. Donc, du coup, que le financement agisse, que ce soit à n'importe quel niveau du palier, mais de ne pas toujours aussi, parce que je vois avec les années, tout ce qui repose aussi au niveau des municipalités et des fois, que ce soit le financement ou bien des fois certains, il suffit pas juste par exemple de donner de l'argent et c'est assez, et de remettre tout sur, même pas des fois on parle de financement, c'est pas assez du tout, mais que tout ne repose pas toujours aussi au niveau des municipalités. Chacun en a son rôle à jouer là-dedans. Mais je pense que même quand on parle de régionalisation de l'immigration de façon générale, ce qu'on a d'habitude des fois habitude à occulter, c'est même cette vision de l'immigrant par rapport à cet enjeu même. Sortir inclure l'immigrant dans le processus. Sortir de ce que nous pensons que c'est ce qui est bon pour vous. Nous pensons, décidons, faisons des politiques pour vous, sans pour autant inclure l'immigrant même dans cette démarche. Parce que si solution il y a en matière d'immigration, je pense qu'une bonne partie sera inéluctablement endogène.
Nous l'avons expérimenté pas mal à travers le cabaret de la diversité, à travers plusieurs initiatives où aujourd'hui on voit l'impact. Je vais juste peut-être nommer quelques exemples. Comme juste là, on vient de sortir du projet Les Journées Découvertes, qui oui, effectivement, par exemple, on utilise même le patrimoine pour l'intégration, parce que c'est juste une façon, oui, effectivement, pour les nouveaux arrivants, quels qu'ils soient, pas juste même pour les immigrants, mais de découvrir le territoire, de connaître le patrimoine, de s'imprégner des us et coutumes de la société d'accueil, mais même pour la société d'accueil, même de se réapproprier son patrimoine. Donc, je pense notamment aux soirées métissées du bas du fleuve où on utilise la culture pour rassembler, sensibiliser, éduquer. Je pense au conte de la diversité pour enfants où, à travers le conte, on fait voyager les enfants pour aller à la rencontre et découverte d'autres peuples, d'autres cultures. Mais donc, tout ceci, je pense que ça prend un maillage au niveau de toutes les différentes institutions, mais d'inclure davantage les personnes qui vivent les réalités dans le processus décisionnel. Sortir encore une fois de cette posture, des fois assez paternaliste, que nous pensons que c'est ce qui est bon pour vous. Nous décidons et choisissons pour vous. Monsieur Boucal, vos propos sont si pertinents que j'ose pas vous interrompre, mais les minutes nous filent entre les doigts. Désolé. Je vais donner quand même quelques minutes aussi à Madame Lapointe avant que l'on conclue. Oui, bien en fait, la question dépasse aussi le sujet là, du sport, loisirs et culture. C'est une très grande question. Puis j'ai envie d'y répondre sans y aller, tu sais, à la lettre de la question, c'est-à-dire de donner le rôle et responsabilité de chacun des grands secteurs. Ce que je voudrais, c'est peut-être apporter peut-être plus un exemple. On parle de petite ou de grande séduction depuis hier. Je pense que la réponse à cette question-là serait pour moi la grande responsabilité. Parce que je pense que c'est correct que chacun a son mandat, mais au-delà de ça, il faut apprendre à travailler ensemble, puis que tout le monde se sente responsable de l'intégration des personnes immigrantes, pas seulement dans son créneau. Puis pour ça, ben, pour le faire, c'est qu'il faut se rencontrer, il faut développer des projets communs, il faut clarifier les rôles, il faut apprendre à se connaître. Et puis, un exemple encore concret, parce que c'est toujours intéressant d'apporter des exemples concrets. En Estrie, on est très enthousiaste de commencer, là, ben, c'est déjà commencé, mais ça va débouler dans les prochaines semaines, un projet d'expérience en région qui est financé par le MIFI. Puis c'est l'exemple parfait du type de projet qui va nous amener à travailler avec la multitude d'acteurs qu'il y a sur le terrain en Estrie, puis pour faire découvrir aux personnes immigrantes, explorer dans la région à la fois des opportunités professionnelles, emploi, entrepreneuriat, mais aussi les activités de loisirs, puis la vie culturelle qu'il peut y avoir dans notre région. Merci beaucoup pour cet esprit de synthèse. La grande responsabilité de tous, hein, c'est une phrase marquante, la thématique de la concertation. Pour mettre fin à notre conversation, il nous reste seulement 2 minutes. Je vous demanderai en une phrase. En une phrase, que peut-on faire mieux, que peut-on faire davantage pour que le sport, le loisir et la culture soient davantage mis à profit pour l'intégration et le bien-être des personnes immigrantes? Peut-être on peut commencer par ici, Monsieur Boucal. Je vous prends rapidement, là. Wow. Une phrase. Je vais essayer. J'ai jamais été bon en résumé, là. Donc, du coup, je pense que au-delà même juste de la dimension que ce soit une personne immigrante, mais encourager les conditions favorables pour que chaque citoyenne et chaque citoyen, quel qu'il soit, puisse exercer sa citoyenneté culturelle. C'est une belle phrase. Merci beaucoup. Merci. Madame Gaborian? Mais moi, je dirais miser sur le sport et le plein air pour apprivoiser l'hiver. Parce que ça, c'est un défi vraiment pour plusieurs. Madame Lapointe? En une phrase, je rejoindrais l'idée de consulter les personnes. C'est le temps de développer des programmations et puis s'assurer aussi de la représentation des personnes immigrantes dans le développement des outils de promotion. Et Madame Chater? Il ne reste plus rien à dire.
Je dirais merci à nos bailleurs de fonds, surtout au ministère de l'Immigration, pour l'ouverture de ces 2 dernières années. Ça a donné, je parle des loisirs surtout et des activités de loisirs concernant les personnes immigrantes, ça a donné des résultats très positifs. Continuez à financer les organisations. Merci beaucoup à vous 4.